Bienvenue sur l'acier et l'ingéniosité, la chaîne où nous prouvons que les guerres ne sont pas seulement gagnées par des généraux avec des plans parfaits, mais par des hommes ordinaires avec des idées extraordinaires. Quand nous pensons à la victoire, nous imaginons des QG high-tech, des laboratoires secrets, des décisions stratégiques prises à des milliers de kilomètres du front. Mais la réalité du champ de bataille est différente. C'est un monde de chaos, de boue, de panne et de désespoir. Et dans ce monde, le plan parfait n'existe pas. La seule chose qui compte, c'est l'improvisation. Aujourd'hui, nous allons raconter l'une des histoires les plus incroyables de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas l'histoire d'un nouveau char ou d'un avion révolutionnaire. C'est l'histoire d'un simple atelier de réparation. Une officine de mécaniciens sales, épuisés, avec pour seul outil de la ferraille et du courage. Nous allons voir comment l'improvisation géniale de cet atelier ouvrier, une solution bricolée dans l'urgence, a non seulement sauvé une division, mais a changé le destin de toute une armée. Si vous croyez que le véritable génie se trouve souvent dans les mains d'un mécanicien plutôt que dans la tête d'un bureaucrate, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, laissez un j'aime pour célébrer ces héros anonymes, et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous écoutez cette histoire aujourd'hui. Octobre 1941. Le front de l'Est. Le sol n'est pas encore gelé, mais il est déjà mort. L'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union soviétique, s'est transformée en un cauchemar de boue. C'est la Rasputitsa, la saison des mauvaises routes. Une mer de boue noire, collante, d'1 mètre de profondeur, qui s'étend de la Baltique à la mer Noire. Et l'armée la plus puissante du monde, la Wehrmacht allemande, est en train de s'y noyer. Le général Heinz Guderian, le père de la Blitzkrieg, l'homme qui a conquis la France en 6 semaines, est arrêté. Non pas par l'armée rouge, mais par la boue. Ces magnifiques Panzers III et IV, ces merveilles de l'ingénierie allemande, conçues pour les routes pavées d'Europe, sont impuissants. Leurs chenilles étroites, conçues pour la vitesse, s'enfoncent et patinent. Leurs moteurs Maybach, merveilles de précision, surchauffent et explosent en essayant de s'extraire de cette mélasse. La logistique allemande, basée sur des camions Opel Blitz à 2 roues motrices, s'est effondrée. L'infanterie manque de nourriture, de munitions, et pire que tout, de carburant. Les soldats, enlisés jusqu'à la taille, regardent avec une horreur silencieuse leurs chars être abandonnés les uns après les autres. Pendant ce temps, l'ennemi, l'armée rouge, a un avantage. Leurs chars T-34 et KV-1 ont été conçus pour ce pays. Ils ont des chenilles larges, comme des raquettes à neige, qui leur permettent de flotter sur la boue là où les panzers s'enfoncent. Guderian est au bord du désespoir. Son offensive sur Moscou est en train de mourir à 100 km de son objectif. Mais le génie soviétique a aussi un talon d'Achille. Le T-34, bien que révolutionnaire, est produit à la hâte. Il est brut. Il tombe en panne. Constamment. Sa transmission est un cauchemar. Ses filtres à air sont primitifs et ses chenilles, bien que larges, sont fragiles. L'armée rouge avance, mais elle laisse derrière elle un sillage de chars en panne. C'est une guerre de 2 titans blessés, rampant dans la boue. C'est ici, dans ce chaos, que nous trouvons notre atelier ouvrier. Ce n'est pas une usine. C'est l'atelier de réparation de campagne, Feldwerkstatt 124, rattaché à la 4e Panzerdivision. Ce n'est même pas un bâtiment. C'est une collection de tentes déchirées et de camions de réparation semi-remorques, Opel Moltier, des camions sur chenilles, parqués dans un champ de betteraves boueux, près de Mtsensk. L'endroit pue le métal brûlé, le diesel gelé et la gangrène. Le chef de cet atelier n'est pas un ingénieur. C'est un Hauptfeldwebel, sergent-major, nommé Klaus Hartmann. Hartmann n'est pas un nazi. C'est un mécanicien de la Ruhr. Il a passé 20 ans de sa vie à réparer des machines minières, des engins conçus pour broyer de la pierre. Il déteste les panzers. Il les trouve trop délicats, trop jolis. Ces hommes sont comme lui, des ouvriers, des artisans, des invisibles qui ne reçoivent jamais de médaille, mais sans qui l'armée cesserait d'exister en 48 heures. La situation est désespérée. Hartmann reçoit un ordre direct du quartier général de Guderian. La division doit avancer. Tous les panzers doivent être opérationnels, par tous les moyens nécessaires. Par tous les moyens, ricane Hartmann en lisant le message à son équipe. Ils sont fous. J'ai 40 panzers en attente. 30 d'entre eux ont des moteurs morts, noyés par la boue, et je n'ai pas de pièces de rechange. La ligne de ravitaillement est coupée.
Les camions de pièces, venant de Berlin, sont eux-mêmes enlisés à 300 km de là. Hartmann a des chars, mais pas de moteur. L'armée est paralysée. C'est alors que l'improvisation commence. Hartmann regarde ses panzers morts, puis il regarde l'autre côté du champ de bataille. Un cimetière de T-34. Des dizaines de T-34 détruits par les canons de 88 mm, mais aussi des dizaines d'autres simplement abandonnés. Abandonnés par leurs équipages à cause de pannes mécaniques mineures. Et ces T-34 ont quelque chose que Hartmann n'a pas, des moteurs. Fritz, dit Hartmann à son meilleur mécanicien, un jeune berlinois maigre. Prends le semi-remorque grue, on part à la chasse. À la chasse? Sergent-major? À la chasse de quoi? Des partisans? Mieux, dit Hartmann, des cœurs. Cette nuit-là, sous une lune glaciale, Hartmann et son équipe de mécaniciens commettent l'impensable. Ils rampent en territoire ennemi, dans le No Man's Land, non pas pour se battre, mais pour voler. Ils atteignent l'épave d'un T-34. Son blindage est perforé, l'équipage est mort. Mais le compartiment moteur, à l'arrière, est intact. Hartmann l'ouvre. À l'intérieur se trouve le cœur de la bête soviétique. Le moteur V2. Un V12 en aluminium, un moteur diesel, bruyant, sale, qui fuit de l'huile, mais incroyablement robuste. C'est de la merde, dit Fritz, regardant la plomberie primitive. C'est de la merde qui fonctionne, répond Hartmann. Sortez-le. Sous la menace des tireurs d'élite, ils décrochent le moteur de 700 kg et le traînent dans la boue jusqu'à leur camion. Ils reviennent à l'atelier avant l'aube, avec leur butin macabre. Les ingénieurs du régiment arrivent, alertés. Ils sont horrifiés. « Hartmann, vous êtes fou !» hurle un jeune lieutenant. « C'est un moteur diesel. Le Panzer fonctionne à l'essence. Le V2 tourne dans le sens inverse. Il ne rentrera jamais. Les supports ne correspondent pas. La transmission ne s'alignera jamais. » Hartmann, qui n'a pas dormi depuis 3 jours, essuie la graisse de son visage. « Lieutenant, avec tout mon respect, prenez vos jolis plans et allez vous faire chauffer. Mes hommes et moi, on a du travail. » L'atelier ouvrier se mit au travail. Ce n'était pas de l'ingénierie, c'était de la boucherie. C'était l'improvisation à son niveau le plus pur. Le hangar de l'atelier 124, une tente en lambeaux, devint le théâtre de l'opération la plus hérétique de toute la campagne de Russie. C'était une greffe contre nature, un acte de Frankenstein mécanique. D'un côté, le châssis vide d'un Panzer III AOSF. J, une machine de précision allemande, propre, conçue avec des tolérances au micron près. De l'autre, le V2 soviétique, un monstre V12 en aluminium, ruisselant d'huile, brutal, conçu avec une philosophie simple. S'il y a du jeu, ça ne cassera pas. Le lieutenant Freyer, l'ingénieur de liaison du régiment, se tenait là, son carnet à la main, documentant ce qu'il considérait comme la folie finale du sergent-major Hartmann. « Hauptfeldwebel, dit-il, sa voix crispée par le mépris. Je dois noter officiellement que cela ne peut pas fonctionner. Le bloc V2 est 20% plus grand que le compartiment du Maybach HL 120. Vous ne pourrez jamais le faire entrer sans compromettre l'intégrité structurelle de la coque. » Hartmann, qui était déjà à moitié dans le compartiment moteur vide du Panzer, une lampe torche entre les dents, lui répondit d'une voix étouffée. « Fritz, apporte-moi le chalumeau. Le chalumeau. » Le lieutenant Freyer faillit s'étrangler. « Vous n'allez pas. Vous ne pouvez pas couper le châssis. Regardez-moi bien, lieutenant. » grogna Hartmann en émergeant. « Ce char est mort. Vos ingénieurs disent qu'il est mort. L'état-major dit qu'il doit rouler. Je suis un mécanicien, pas un magicien. Je ne peux pas faire de la magie, mais je peux couper de l'acier. » Ce fut le premier acte de l'improvisation. Fritz, le jeune berlinois, commença à découper la cloison pare-feu arrière du compartiment de combat. Non pas avec précision, mais avec fureur. Des gerbes d'étincelles oranges emplirent la tente. Ils étaient en train de mutiler un Panzer de 400 000 Reichsmarks. « Mon Dieu, » murmura Freyer. « C'est un crime. C'est la guerre, » répondit Hartmann. Après 2 heures de découpe et de martelage, le trou était assez grand. Maintenant, faites-le descendre. La grue du camion moltier souleva le V2 soviétique. Le moteur se balança au-dessus du trou béant. Lentement, centimètre par centimètre, l'équipe le fit descendre. Il ne rentrait pas. Il cognait contre les supports moteurs d'origine. « Les supports !» hurla Freyer.
Je vous l'avais dit. Ils ne sont pas alignés. J'ai des yeux, hurla Hartmann en retour. Fritz, la masse, dégagez-moi ces supports allemands de merde. Pendant 1 heure, le son qui résonna dans le camp ne fut pas celui d'un atelier de mécanique, mais celui d'une forge médiévale. Le clank de la masse contre l'acier trempé. Fritz et 2 autres mécaniciens, les Klopfer, les frappeurs, détruisirent les supports moteurs usinés par Maybach. Le moteur soviétique finit par tomber au fond du compartiment avec un bruit sourd et huileux. Il était dedans. Mais il était de travers, inutile. Le deuxième problème, le plus insoluble, la transmission. Le Maybach était un moteur à essence, conçu pour s'accoupler à une transmission avant, via un arbre long et complexe. Le V2 était un moteur diesel, conçu pour une transmission arrière, simple et directe. L'arbre de sortie était à l'opposé. « C'est fini, Hartmann », dit Fryer, avec une pointe de satisfaction cruelle. « Vous avez détruit un châssis pour rien. L'arbre de sortie est à l'arrière. Vous ne pourrez jamais le connecter à la boîte de vitesse, qui est à l'avant. » Hartmann le regarda, les yeux rougis par la fatigue et la fumée du chalumeau. « Qui a dit que j'allais utiliser la boîte allemande ?» Le lieutenant Fryer devint blême. « Vous n'y pensez pas. Fritz, retournez au cimetière. Cette fois, je veux la transmission du T-34. Je veux l'embrayage. Je veux les leviers de direction. Je veux tout le putain de système de propulsion soviétique. » La chasse de la deuxième nuit fut encore plus dangereuse. Les Soviétiques, alertés par la première visite, avaient miné les épaves. Un des hommes de Hartmann y perdit un pied. Mais ils revinrent, 4 heures plus tard, traînant la transmission massive du T-34, un bloc d'acier grossier, lourd comme un coffre-fort. Maintenant, la véritable folie commençait. L'équipe de Hartmann n'allait pas seulement transplanter un cœur, ils allaient transplanter tout le système nerveux. Ils arrachèrent l'arbre de transmission allemand, ils arrachèrent le poste de pilotage, et ils commencèrent à installer l'embrayage et la boîte de vitesse soviétique à l'arrière du Panzer. Mais, Hartmann, s'écria Fryer, perdant tout contrôle. Le pilote est à l'avant. Comment va-t-il changer les vitesses si la boîte est à l'arrière? C'est là que l'improvisation de l'atelier ouvrier devint géniale. Hartmann, le mécanicien de la rure, se souvint de ces machines minières. Il se souvint des systèmes de câbles et de tringleries utilisés pour contrôler des excavatrices à 50 mètres de distance. « On ne va pas utiliser de tringles, » dit-il. « On va utiliser des câbles, comme sur un navire. » Lui et son équipe passèrent 24 heures sans dormir. Ils récupérèrent des kilomètres de câbles de frein sur des camions Opel détruits. Ils firent passer ces câbles le long des parois intérieures du Panzer, à travers des poulies de fortune qu'ils fabriquèrent eux-mêmes. Ils relièrent les leviers de direction du T-34, maintenant installés à l'arrière, au levier de direction d'origine du pilote, à l'avant. C'était un cauchemar de câbles tendus, un piano démentiel qui parcourait tout le char. Il n'y aura aucune sensation. Le pilote ne sentira jamais l'embrayage, protesta Fryer. Il n'a pas besoin de le sentir, dit Hartmann. Il a juste besoin de le tirer. Troisième problème, le carburant. Le Panzer fonctionnait à l'essence, le V2 au diesel. Vous allez faire exploser le réservoir, dit Fryer. Hartmann vida les réservoirs d'essence du Panzer. Il ne pouvait pas les nettoyer parfaitement. Il n'avait pas de solvant. On s'en fiche, dit-il. Il ordonna à ses hommes de remplir les réservoirs d'essence avec le carburant diesel soviétique qu'ils avaient capturé. Le mélange va gommer les injecteurs. Alors on va surfiltrer. Il n'avait pas de filtre diesel. Hartmann déchira sa propre chemise. Mettez ça. Mettez 3 couches de tissu dans la conduite de carburant. Ça arrêtera la merde. Le reste. Le moteur s'en chargera. Quatrième problème, le refroidissement. Le Maybach était refroidi par eau avec des radiateurs complexes. Le V2 aussi. Mais ces radiateurs étaient énormes. Ils ne rentrèrent pas. Hartmann, dans un éclair de génie brutal, eut la solution. Il regarda le blindage incliné à l'arrière du Panzer, au-dessus du moteur. « Fritz, découpe-moi 2 carrés ici. » Il prit les radiateurs du T-34 et les monta à l'extérieur du char, sur le blindage arrière, en les protégeant avec des plaques d'acier de récupération. « C'est une cible !» hurla Fryer. « Un éclat d'obus et le moteur est mort. »« C'est une cible ou c'est un moteur mort de surchauffe dans 5 minutes ?» répondit Hartmann. « Je choisis la cible. Au moins, il roulera. » Après 72 heures de travail ininterrompu, la bête était terminée.
Elle fut surnommée le Panzerstein par l'équipe. C'était une abomination. Un corps de Panzer III avec un cœur de T-34. Des câbles couraient partout à l'intérieur. Des radiateurs étaient boulonnés à l'extérieur. Le lieutenant Fryer écrivit dans son rapport « Tentative terminée. Échec inévitable. Le véhicule ne peut être démarré en toute sécurité. » Hartmann monta dans le poste de pilotage. Il fit signe à Fritz, qui se tenait à côté du moteur avec un extincteur. « Priez vos dieux, lieutenant. Nous, on va prier le nôtre. » Il appuya sur le démarreur. Klaus Hartmann était assis dans le siège étroit du pilote, un siège conçu pour un moteur à essence Maybach silencieux. Derrière lui, séparé par une simple plaque de métal qu'il avait lui-même coupée, le monstre soviétique Ont-12 attendait. Il y avait une odeur de diesel, d'ozone et de tissu brûlé, le filtre chemise. Le lieutenant Fryer se tenait à une distance qu'il jugeait sûre, son carnet ouvert, prêt à documenter l'explosion. Fritz se tenait à côté du moteur, ses mains serrant un extincteur, le visage tendu. « C'est un four crématoire, Hauptfeldwebel », murmura Fryer. « Sortez de là. » Hartmann l'ignora. Il fit un signe de tête à Fritz. Il tourna la clé. Le démarreur allemand, sous-dimensionné, gémit, luttant contre la compression massive du V12 diesel. RRR. RRR. Clac. Un silence. Batterie morte, constata Fryer. Non, dit Hartmann. Il est juste timide. Il essaya à nouveau. RRR. RR. Carac. Une seule, violente détonation, suivie d'une boule de fumée noire et huileuse qui jaillit des radiateurs externes, couvrant Fryer de suie. Puis le son. Ce n'était pas un moteur. C'était un tremblement de terre. Un poum tchak lourd, irrégulier, barbare. Le châssis entier du Panzer vibrait si violemment que les boulons semblaient vouloir s'échapper. Le Panzerstein était vivant. Hartmann, les dents serrées, agrippa le levier de vitesse. Il n'y avait pas de sensation. Juste 10 mètres de câble d'acier tendu. Il tira dessus, comme s'il remontait une ancre. Un KRANNNK métallique assourdissant retentit à l'arrière, faisant sursauter Fryer. Le char bondit de 2 mètres et cala. Un silence. « Magnifique », dit Fryer, sa voix dégoulinant de sarcasme. Une grenouille mécanique. Hartmann redémarra. Cette fois, il maîtrisa la bête. Il trouva le point de friction. Le Panzerstein s'ébranla, sortant lentement de la tente sous les regards stupéfaits des autres mécaniciens. C'était un spectacle grotesque. Un char allemand familier, mais qui sonnait comme l'ennemi, fumait comme un navire en feu et arborait des radiateurs comme des sacs à dos. Hartmann ne fit pas le tour du camp. Il se dirigea droit vers le champ de betteraves, droit vers la Rasputitsa. Il frappa la mer debout. Les chenilles étroites du Panzer III commencèrent immédiatement à patiner. Le moteur Maybach d'origine aurait calé, son couple insuffisant. Mais le V2 soviétique, lui, grogna. Le couple monstrueux du diesel entra en action. Le char patinait, mais il ne calait pas. Il avançait, lentement, centimètre par centimètre, dans un vacarme de moteurs hurlants et de boue projetée. Il avança de 50 mètres, là où un Panzer IV était encalminé depuis 1 semaine, et revint, son moteur surchauffant légèrement à cause du mélange essence-diesel, mais il revint. Il s'arrêta devant Fryer, coupant le moteur. Le silence fut total. Hartmann, ruisselant de sueur, sauta au sol. « Il roule », dit-il. Fryer, pour la première fois, était sans voix. Il regarda le monstre, puis son carnet. Il roule. Mais les radiateurs sont exposés, les câbles vont casser, et la consommation de ce mélange est absurde. Mais il roule, répéta Hartmann. Et c'est tout ce que le général demande. L'improvisation venait de fonctionner, mais Hartmann n'était pas satisfait. Il regarda les traces laissées dans la boue. Les chenilles étroites s'étaient enfoncées profondément. Il roule, mais il se bat, dit Hartmann. Il manque quelque chose. Il regarda l'épave du T-34 qu'ils avaient cannibalisé. Il regarda ses chenilles. Elles étaient 2 fois plus larges que les siennes. Fritz, dit-il, une nouvelle lueur dans les yeux. Notre travail n'est pas fini. L'atelier va se spécialiser. L'atelier 124 ne devint pas un simple atelier de réparation. Il devint une usine de conversion. La chasse nocturne reprit,
Mais cette fois, ils ne prirent pas seulement les moteurs et les transmissions. Ils prirent les trains de roulement. Ils volèrent les barbotins, les poulies et les larges chenilles gaufres du T-34. Ce que Hartmann ordonna ensuite était une hérésie encore plus grande. Il ne se contenta pas de greffer le cœur. Il greffa les jambes. Ce fut un cauchemar de soudure et d'alignement. Il fallut couper les essieux à barres de torsion allemands, souder de nouveaux supports pour les bogies du T-34, adapter la transmission soviétique aux barbotins soviétiques, monter sur un châssis allemand. Le lieutenant Freyer, voyant cela, quitta la tente, physiquement malade. Il considérait cela comme le viol de la technologie allemande. Une semaine plus tard, le vrai Panzerstein, le Mark II, était prêt. Il avait le corps d'un Panzer III, le moteur et la transmission d'un T-34 et les larges chenilles d'un T-34. Quand Hartmann le conduisit dans la boue, ce ne fut pas un combat. Le char flotta. Il glissa sur la Rasputitsa avec l'agilité d'un T-34, mais avec l'optique Zeiss et la radio allemande. C'était l'hybride parfait. C'était l'arme que la boue ne pouvait pas arrêter. Quand le général-major commandant la 4e Panzer-Division, un aristocrate prussien glacial, arriva pour inspecter ce chaos que le lieutenant Freyer lui avait signalé, il s'attendait à fusiller Hartmann pour destruction de matériel. Hartmann, au lieu de s'excuser, lui dit « Montez, mon général ». Le général monta. Hartmann le conduisit à travers 1 kilomètre de la pire boue, contourna 2 Panzer IV abandonnés et revint en moins de 10 minutes. Le général descendit, impassible. Il regarda le lieutenant Freyer. « Lieutenant, votre ingénierie est en train de rouiller. L'improvisation de cet homme fonctionne. Apprenez de lui. Ou je vous envoie sur le front comme simple soldat. » Il se tourna vers Hartmann. « Hauptfeldwebel, je veux 10 de ces choses pour la fin de la semaine. » L'improvisation de l'atelier ouvrier venait de changer le destin de la 4e Panzer-Division. L'ordre du général n'était pas une simple approbation. C'était un pacte avec le diable, signé avec de l'huile de moteur et du désespoir. 10 chars, en une semaine. Klaus Hartmann, le sergent-major de la Ruhr, regarda ces 40 hommes, épuisés, affamés, leurs visages noirs de suie et de fatigue. Ils avaient réussi un miracle. On leur demandait maintenant de l'industrialiser. L'atelier de campagne 124 n'était plus un hôpital pour panzers blessés. Il devint une usine cannibale, une chaîne de montage impie au milieu de la boue. La Rasputitsa était leur ennemi, mais le T-34, leur victime, était leur sauveur. Hartmann, l'ancien mineur, fit ce qu'il savait faire, il organisa l'enfer. Il divisa son atelier en 4 équipes, chacune dédiée à un acte de cette boucherie sacrilège. La première équipe, et la plus importante, était celle des chasseurs. Dirigée par Fritz, le jeune berlinois, cette équipe n'était plus composée de mécaniciens, mais de commandos de récupération. Chaque nuit, sans exception, ils prenaient les 2 camions grues Moltier et s'enfonçaient dans le No Man's Land gelé. Leur mission n'était pas de se battre, mais de voler. Ils rampaient sous les tirs de mortiers soviétiques, se cachant des patrouilles, pour atteindre les cimetières de chars. C'était une récolte macabre. Ils ne prenaient pas seulement les moteurs V2, ils prenaient les transmissions, les barbotins, les larges chenilles, les radiateurs. Le lieutenant Freyer, l'ingénieur, avait calculé qu'il fallait 4 T-34 morts pour créer un Panzerstein vivant. La chasse était un travail mortel. En une semaine, Hartmann perdit 3 hommes. Un écrasé sous un bloc moteur qui a glissé des chaînes gelées. 2 autres fauchés par un tireur d'élite alors qu'il tentait de détacher un train de roulement. Ils furent enterrés dans la boue, sans cérémonie. L'atelier n'avait pas le temps de pleurer. Pendant que les chasseurs rapportaient leur butin, la deuxième équipe, les bouchers, commençait son œuvre. Dirigés par un colosse bavarois qui avait été boucher de métier, ils utilisaient les chalumeaux oxyacéthyléniques. Le sifflement aigu de la flamme coupant l'acier était le son dominant de l'atelier, 24 heures sur 24. Ils découpaient les Panzer III avec une brutalité calculée, ouvrant les compartiments moteurs, détruisant les supports Maybach, préparant la cavité pour la greffe. La troisième équipe, les chirurgiens, était celle de Hartmann lui-même. C'était l'équipe la plus qualifiée. Ils installaient le V2, le moteur le plus précieux. Ils alignaient la transmission T-34. Et surtout, ils s'occupaient du système nerveux. Les kilomètres de câbles de frein et de poulies qui reliaient le pilote à son nouveau cœur, à 10 mètres de là. C'était le point le plus fragile.
Le lieutenant Freyer, observant ce bricolage avec une fascination horrifiée, ne put s'en empêcher. Son esprit d'ingénieur, si longtemps méprisant, était offensé non pas par l'idée, mais par l'exécution. « Hauptfeldwebel », dit-il, s'approchant de Hartmann. « Vocable, il s'effiloche, la tension n'est pas uniforme. Vous utilisez une seule poulie de renvoi, elle va casser. » Hartmann, épuisé, lui jeta une clé à molette. « Vous avez une meilleure idée, Herr Lieutenant ? Ne restez pas là à prendre des notes. Salissez-vous les mains. » Piqué au vif, Freyer se mit au travail. Il ne pouvait pas supporter une ingénierie inefficace, même si elle était folle. Il passa la nuit à redessiner le système de tringlerie. Il conçut un système de renvoi double, utilisant des roulements habiles récupérés sur les tourelles des panzers détruits, ce qui réduisait la friction de 50% et donnait au pilote une sensation presque parfaite de l'embrayage. L'improvisation de l'ouvrier venait de fusionner avec l'optimisation de l'ingénieur. Freyer, sans le savoir, était devenu complice de la folie. La 4e équipe, les forgerons, s'occupait des jambes. C'était le travail le plus dur. Souder les supports des bogies du T-34 sur le châssis allemand. C'était un cauchemar d'alignement. Ils travaillaient avec des masses, des niveaux à bulles et des jurons. À la fin de la semaine, le résultat était là. 10 monstres, 10 Panzerstein, alignés dans la boue devant la tente. Ils étaient laids, ils fuyaient l'huile, ils fumaient un mélange bleu et noir à cause du carburant sale. Et ils étaient tous fonctionnels. Le général Guderian lui-même arriva par avion Fiesler-Storch. Il atterrit dans le champ boueux, son long manteau de cuir impeccable. Il vit la 4e Panzer-Division, son fer de lance, paralysé. Et il vit les 10 chars de Hartmann, tournant au ralenti dans un nuage de diesel. Il ne dit rien. Il monta dans le premier, avec Hartmann au poste de pilotage. Hartmann le conduisit à 40 km/h à travers le champ de boue qui avait failli détruire son armée. Quand ils revinrent, Guderian descendit. Il regarda Freyer, qui avait maintenant de la graisse jusqu'au coude. Il regarda Hartmann. « C'est une abomination, » dit Guderian. « C'est une insulte à l'ingénierie allemande. C'est bruyant. C'est sale. » Il marqua une pause, un rictus se formant sur son visage. « Et c'est la seule chose qui bouge sur ce foutu front. Hauptfeldwebel, votre atelier vient de me donner la Spitz, la pointe de lance dont j'avais besoin. » Il se tourna vers le commandant de la division. « Ces 10 chars, ce n'est plus un atelier de réparation. C'est le Sonderpanzerabteilung 124, détachement de panzers spéciaux 124. Ils mèneront l'attaque sur Toula. L'improvisation de cet atelier n'avait pas seulement sauvé quelques chars. Elle venait de créer une nouvelle unité d'élite, la seule capable de se battre. Le destin de l'offensive sur Moscou reposait désormais sur les épaules de 40 mécaniciens et de leurs monstres de Frankenstein. L'offensive sur Toula, fin octobre 1941. Ce n'est pas une bataille. C'est un test de volonté contre la nature. L'armée de Guderian est à l'arrêt. Le 24e Panzerkorps, l'élite, est embourbé. Ses Panzer IV propres, immobiles, leurs moteurs hurlant en vain contre la Rasputitsa. L'offensive sur Moscou est en train de mourir. C'est alors que Guderian, dans un acte de désespoir qui prouve qu'il a compris l'improvisation de Hartmann, donne un ordre qui va à l'encontre de toute la doctrine militaire allemande. Le Sonderpanzerabteilung 124 mènera l'attaque. Pas l'élite, les monstres, les 10 Panzerstein, avec leur cœur soviétique et leurs jambes soviétiques, sortent de la forêt. Hartmann est lui-même aux commandes du char de tête, le lieutenant Freyer à ses côtés, dans la tourelle, coordonnant la charge, son carnet d'ingénieur abandonné pour des jumelles de combat. Le son de l'attaque est celui d'une flotte de tracteurs en colère, le poum-tchak lourd des diesels V2 couvrant le sifflement aigu des Maybach impuissants. Le moment qui changea le destin de l'armée fut un moment d'humiliation et de triomphe. Les 10 Panzerstein dépassèrent le régiment de Panzers IV à l'arrêt. Les équipages purs, l'élite de la Panzerwaffe, regardèrent avec une stupeur muette ces abominations, ces hybrides laids, fuyant l'huile, avec leurs radiateurs boulonnés à l'extérieur, flotter littéralement sur la mer de boue qui les retenait prisonniers. L'improvisation de l'atelier ouvrier venait de dépasser l'ingénierie du Reich. Les Panzerstein n'étaient pas de meilleurs chars. Au combat, un T-34 bien commandé les aurait détruits. Mais ils n'étaient pas conçus pour le duel. Ils étaient conçus pour la mobilité.
Les services de renseignement soviétiques avaient laissé le flanc de Toula sans défense, protégé par un marais jugé impraticable par les blindés. Ce fut leur erreur fatale. Les Panzerstein n'étaient plus des blindés allemands. Ils étaient devenus des monstres de la boue. Ils ont roulé là où aucun char n'aurait dû rouler. Ils ont contourné la défense principale et, après une course folle de 50 km à travers le marais, ils ont frappé l'artère vitale, la ligne de chemin de fer de ravitaillement de Toula. Ils n'ont pas pris la ville. Ils ont coupé son sang. La panique s'empara du commandement soviétique. L'attaque sur Moscou fut un échec stratégique. L'hiver arriva et gela l'armée allemande sur place. Mais le destin de la 4e armée Panzer, elle, avait été changé. L'action du Sonderabteilung 124 avait créé un tel chaos dans les lignes arrières soviétiques que Guderian put sauver son armée de l'encerclement et établir une ligne de défense pour l'hiver. L'improvisation n'a pas gagné la guerre, mais elle a empêché la défaite totale. Et qu'est-il advenu de l'atelier et de ses héros? La légende de l'atelier 124 est aussi boueuse que le terrain sur lequel elle est née. Les Panzerstein étaient des machines de crise, des cannibales qui ne pouvaient survivre qu'en dévorant l'ennemi. Un par un, ils furent perdus au combat, irréparable faute de pièces. Lorsque l'hiver gela le sol, rendant les Panzers purs à nouveau mobiles, la folie de Hartmann n'était plus nécessaire. Klaus Hartmann reçut la croix de fer de première classe, non pas pour son génie, mais pour sa bravoure. Le lieutenant Freyer rédigea un rapport technique détaillé sur la conversion. Un document qui fut classé à Berlin comme une anomalie de terrain intéressante et promptement oublié. Les mécaniciens, les chasseurs et les bouchers ne reçurent rien. L'histoire n'a pas retenu leur nom. Elle a retenu Guderian. Mais ce sont ces ouvriers, ces mécaniciens anonymes, qui ont prouvé que la guerre n'est pas gagnée par des plans, mais par des clés à molette. L'improvisation de leur atelier, cet acte de génie né de la boue et du vol, a changé le destin de toute une armée, la sauvant de l'anéantissement.